Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. J'ai attrapé mon mari et mon meilleur ami, avoir des relations sexuelles, dans mon lit, alors qu'elle aurait dû être la mère biologique de mon enfant. J'ai 32 ans, et je viens tout juste d'apprendre que mon mari, Thomas, 34 ans, a eu une liaison avec ma meilleure amie, Rebecca, également âgée de 30 ans. Elle est actuellement notre mère porteuse, et il est possible que l'enfant qu'elle attend soit en réalité le leur, et non le fruit de notre procédure de fécondation in vitro. Tout cela a commencé plusieurs années en arrière. Thomas et moi nous sommes rencontrés à l'université. Nous venions tous les deux de familles aux revenus modestes et nous avons dû cumuler plusieurs emplois pour pouvoir payer les frais de scolarité et le loyer tout en poursuivant nos études. Après l'obtention de nos diplômes, nous avons continué à travailler dur, économisant chaque centime possible. Nous nous sommes toujours soutenus mutuellement dans les moments difficiles, avons célébré ensemble les petites victoires, et avons finalement réussi à acheter notre propre maison. Il y a 3 ans, l'achat de cette maison représentait notre plus grande réussite. Nous l'avions choisie avec soin parce qu'elle possédait 3 chambres, une pour nous, et 2 autres pour les enfants que nous espérions avoir. Chaque week-end, nous repeignions les murs, aménagions le jardin, rendant cet endroit parfait pour la famille dont nous rêvions tant. Pendant 2 ans, nous avons essayé de concevoir naturellement, mais mois après mois, rien ne se produisait. À chaque échec, la déception devenait de plus en plus douloureuse. Finalement, nous avons décidé de consulter un spécialiste de la fertilité. Les résultats ont été dévastateurs. J'ai appris que je souffrais de graves cicatrices utérines dues à une infection passée non diagnostiquée. Le médecin nous a expliqué que concevoir naturellement serait presque impossible pour moi. Après cette annonce, je suis tombée dans une profonde détresse. J'ai pris un congé au travail, j'avais du mal à manger, et je passais mes journées allongée au lit. La maison, que nous avions bâtie avec tant d'amour et d'efforts, me semblait soudainement vide et froide. Thomas faisait de son mieux pour me soutenir. Il m'apportait du thé au lit, me poussait doucement à manger, et parfois, restait simplement à mes côtés en silence, respectant mes moments de mutisme. Après quelques mois, nous avons commencé à envisager d'autres solutions. L'adoption nous a semblé une bonne option au départ, mais après avoir assisté à plusieurs séances d'information et discuté avec des couples en attente depuis des années, nous avons compris que le processus était long, incertain et émotionnellement éprouvant. La peur de voir une adoption échouer nous paraissait insupportable. Nous nous sommes alors tournés vers la gestation pour autrui. Cependant, les coûts nous ont vite refroidis. Entre les frais d'agence, les dépenses médicales, les démarches juridiques et la compensation de la mère porteuse, cela représentait une somme supérieure à celle que nous avions investie dans notre maison. Nous avons envisagé de contracter des prêts, mais la pression financière aurait été énorme. L'autre grande difficulté était de trouver une personne de confiance pour porter notre enfant. Les agences nous ont parlé de leur processus de sélection rigoureux, mais l'idée qu'une inconnue porte notre bébé nous mettait mal à l'aise. Nous voulions quelqu'un qui comprenne véritablement ce que cela représentait pour nous. Rebecca est ma meilleure amie depuis l'université. Nous nous sommes rencontrés en première année, quand nous avons été assignés comme colocataires. Le lien a été immédiat, et nous sommes restés proches depuis ce jour. Nous étions présentes au mariage l'une de l'autre, avons célébré nos promotions professionnelles ensemble et traversé des épreuves main dans la main. Rebecca s'est mariée avec Joshua, 32 ans, il y a 6 ans. Ensemble, ils ont eu des jumeaux qui ont aujourd'hui 5 ans. Un soir, alors que Thomas travaillait tard et que Joshua était resté à la maison avec les enfants, Rebecca et moi sommes sortis dîner. Je lui ai confié nos difficultés à trouver une mère porteuse, et l'impact financier que cela aurait sur nous. Rebecca m'a écouté avec attention. Puis, à ma grande surprise, elle a proposé d'être notre mère porteuse. Je lui ai demandé si elle était sérieuse, et elle m'a assuré que oui. Elle m'a expliqué que ses grossesses avec les jumeaux s'étaient déroulées sans complications, qu'elle savait à quel point fonder une famille était important pour moi, et qu'elle voulait nous aider. J'étais bouleversée. Nous nous sommes prises dans les bras, en larmes, en plein milieu du restaurant. Ce week-end-là, nous avons invité Rebecca et Joshua à la maison pour discuter de cette proposition avec Thomas. Dès le début, Thomas s'est montré mal à l'aise. Il a interrogé Rebecca à plusieurs reprises pour savoir si elle avait bien réfléchi à ce qu'elle s'engageait à faire. Il a évoqué les conséquences physiques de la grossesse, les complications éventuelles, et les risques que cela représente pour notre amitié. Rebecca a affirmé qu'elle avait tout bien pesé. Joshua, bien que préoccupé pour sa femme, a dit qu'il respecterait sa décision tant qu'elle était certaine de ce qu'elle faisait.
Après plusieurs heures de discussion, Thomas a fini par accepter, à contre-cœur. Dans les semaines suivantes, il restait néanmoins hésitant. Nous avons eu de nombreuses discussions où il exprimait ses craintes, il avait peur que cela bouleverse nos relations, que des complications surviennent pendant la grossesse, et qu'on ne sache pas les gérer. À chaque fois, je le rassurais en lui rappelant que Rebecca était en bonne santé, qu'elle avait déjà vécu une grossesse gémellaire, et que notre amitié était assez forte pour surmonter cela. Finalement, Thomas a cédé. Nous avons contacté une agence spécialisée pour gérer tous les aspects juridiques. Nous avons tous passé des évaluations psychologiques. Rebecca a réussi tous les examens médicaux. Nous avons signé des dizaines de documents définissant clairement les droits et les responsabilités de chacun. Une compensation a été convenue pour Rebecca, bien qu'elle ait initialement refusé toute forme de paiement au-delà des frais médicaux. Pendant tout ce processus, je me suis régulièrement assurée que Rebecca ne se sentait pas obligée. Elle m'a toujours réaffirmé son engagement et son envie sincère de nous aider. La procédure de fécondation in vitro a fonctionné. Lorsque la grossesse a été confirmée, j'ai été submergée par la gratitude. Thomas semblait sincèrement heureux lui aussi. Nous avons commencé à préparer la chambre du bébé, choisi des prénoms et acheté des vêtements. Pour la première fois depuis des années, notre rêve de fonder une famille semblait enfin devenir réalité. Mise à jour 1. Cela fait maintenant un mois que j'ai découvert la trahison de Thomas et Rebecca. Ces dernières semaines ont été les plus difficiles de toute ma vie, mais je commence peu à peu à y voir plus clair. Avant tout, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commenté ma publication initiale. Votre soutien et vos conseils m'ont aidé à comprendre que je ne réagissais pas de manière excessive. Ce que Thomas et Rebecca ont fait est tout simplement impardonnable. À vrai dire, je suis soulagée d'avoir découvert la vérité avant la naissance du bébé. Thomas et Rebecca étaient si sûrs d'eux, si confiants dans leurs mensonges, qu'ils n'ont même pas envisagé que je puisse remettre en question la paternité de l'enfant. Après avoir consulté un spécialiste en fertilité, j'ai appris qu'au vu du calendrier de la procédure de fécondation in vitro, et de l'aveu de Rebecca concernant des rapports non protégés avec Thomas, il existe effectivement une forte probabilité que le bébé ait été conçu naturellement. J'ai donc pris la décision de me séparer de Thomas. La semaine dernière, j'ai rencontré un avocat spécialisé en droit du divorce. Heureusement, nous avons signé un contrat prénuptial, ce qui devrait rendre la procédure plus simple sur le plan financier. Thomas et moi avons acheté notre maison ensemble, donc nous allons probablement devoir la vendre et partager les bénéfices. Nous avons prévu de faire un test ADN à la naissance pour déterminer la maternité de l'enfant. Si le bébé s'avère être biologiquement le mien, c'est-à-dire issu de mon ovule grâce à la FIV, je demanderai la garde. En revanche, s'il s'agit de l'enfant biologique de Rebecca, je me retirerai complètement de la situation et laisserai Thomas et Rebecca assumer leurs responsabilités. Thomas vit très mal cette séparation. Il s'est présenté à la maison à plusieurs reprises, parfois en pleine nuit. La semaine dernière, il est arrivé manifestement ivre, frappant à la porte et me suppliant de le laisser entrer. J'ai dû le menacer d'appeler la police pour qu'il parte. Il me laisse des messages vocaux pleins d'émotions tous les jours, jurant qu'il m'aime et que Rebecca ne comptait pas pour lui. J'ai bloqué son numéro, mais il continue à m'appeler depuis d'autres téléphones. Son comportement ne fait que confirmer que je prends la bonne décision. Tout amour que j'ai pu éprouver pour lui est mort à l'instant où je l'ai vu avec Rebecca. Je veux simplement qu'il sorte définitivement de ma vie. Quant à Rebecca, sa vie s'est effondrée. Joshua a demandé le divorce immédiatement après que je lui ai révélé l'affaire. Il réclame la garde exclusive de leurs jumeaux, et d'après nos amis communs, il aurait de solides arguments en sa faveur, compte tenu de l'infidélité de Rebecca. L'état dans lequel ils vivent prend en compte l'adultère dans la décision concernant la pension alimentaire, donc Rebecca ne recevra probablement aucun soutien financier de la part de Joshua. Rebecca a aussi perdu son emploi dans l'agence de marketing où elle travaillait. Apparemment, elle avait accumulé trop d'absences et manqué trop de réunions à cause des conséquences de ses actes. N'ayant plus les moyens de payer seule leur appartement, elle a dû retourner vivre chez ses parents. Elle m'envoie des courriels presque tous les jours, me disant qu'elle m'aime comme une sœur et me suppliant de lui pardonner. J'ai bloqué son adresse, mais elle crée constamment de nouveaux comptes pour continuer à me contacter. Les conséquences sociales ont été sévères pour tous les deux. Notre cercle d'amis les a totalement rejetés. Personne ne veut plus avoir affaire à eux après avoir appris ce qu'ils ont fait. Les parents de Thomas, qui m'avaient toujours traité comme leur propre fille, sont furieux contre lui. Son père m'a appelé pour me dire qu'il envisageait de retirer Thomas de son testament, pour attribuer sa part au bébé à la place, quel que soit le lien biologique.
Les parents de Rebecca m'ont également contacté pour me présenter leurs excuses. Ils semblaient profondément honteux du comportement de leur fille. Je n'ai pas répondu à leur message. Ce n'est pas leur faute, mais je ne suis pas encore prête à interagir avec qui que ce soit lié à Rebecca. Ce qui est le plus difficile dans toute cette histoire, c'est de faire le deuil de mon rêve de devenir mère. Pendant des années, avoir un enfant était tout ce à quoi je pensais. Aujourd'hui, la maison me semble plus vide que jamais. La chambre du bébé que nous avions commencé à aménager est restée à moitié finie. Je n'arrive pas à me résoudre à tout ranger. J'ai commencé à chercher un nouvel emploi dans une autre ville. J'ai besoin d'un nouveau départ, loin de tous les souvenirs et des lieux qui me rappellent Thomas et Rebecca. Ils faisaient partie de ma vie depuis si longtemps que chaque endroit me fait penser à eux. Mes parents m'ont proposé de venir vivre temporairement chez eux, mais je veux retrouver mon autonomie. J'ai postulé dans plusieurs villes et j'ai eu quelques entretiens encourageants. Me concentrer sur le travail est la seule chose qui me permet de tenir le coup. Il y a des jours meilleurs que d'autres. Parfois, je peux passer plusieurs heures sans penser à ce qui s'est passé. Et puis, soudainement, le souvenir de cette scène me frappe de plein fouet, et je dois tout arrêter jusqu'à ce que ça passe. Je n'ai pas encore pris de décision définitive concernant le bébé. Une partie de moi espère qu'il est biologiquement le mien, qu'il puisse y avoir quelque chose de bon issu de ce cauchemar. Mais une autre partie espère qu'il ne l'est pas, pour pouvoir tourner définitivement la page et couper tout lien avec eux deux. D'après nos amis communs, la grossesse se déroule normalement. Rebecca en serait à son 5e mois. Elle publie régulièrement des mises à jour sur les réseaux sociaux que certains amis m'envoient par capture d'écran dans lesquelles elle se présente comme une mère porteuse altruiste, aidant une amie dans le besoin. Évidemment, elle omet soigneusement de mentionner qu'elle a couché avec mon mari, et qu'elle a potentiellement conçu cet enfant avec lui, de manière naturelle. J'ai demandé à ses amis d'arrêter de m'envoyer des nouvelles à son sujet. Je ne veux plus rien savoir de sa vie. Je veux simplement aller de l'avant avec la mienne. Mise à jour 2. Cela fait maintenant 7 mois depuis ma dernière mise à jour. Beaucoup de choses se sont passées, et j'ai longtemps hésité à tout partager. Mais le soutien que j'ai reçu suite à mes précédentes publications m'a aidé à traverser la période la plus sombre de ma vie, alors j'ai voulu publier cette dernière mise à jour. Rebecca a accouché d'un petit garçon il y a 3 semaines. L'accouchement s'est déroulé sans complications, et le bébé est en bonne santé, comme prévu. Nous avons fait un test ADN de maternité immédiatement après la naissance. Les résultats ont confirmé ce à quoi je m'étais déjà préparée, le bébé n'est pas biologiquement le mien. Il a été conçu naturellement entre Thomas et Rebecca. Lorsque j'ai reçu les résultats, j'ai ressenti un étrange soulagement. Certes, cela confirmait pleinement l'ampleur de leur trahison, mais cela signifiait aussi que je pouvais enfin refermer ce chapitre de ma vie. Je n'ai aucun lien légal ni biologique avec cet enfant. Ce qui s'est produit ensuite a choqué tout le monde, y compris moi. Thomas et Rebecca ont décidé qu'ils ne voulaient pas garder le bébé. Thomas a confié à des amis communs qu'il ne se sentait pas prêt à devenir père, et Rebecca affirme qu'elle a déjà assez à faire avec les jumeaux bien que Joshua en est désormais la garde principale. Ils ont donc décidé de faire adopter leur enfant. Ils ne m'ont même pas consulté avant de prendre cette décision. Bien sûr, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais cela montre à quel point ils se souciaient peu, au final, d'avoir un enfant. Après tout ce discours sur le fait de vouloir m'en offrir un, ils abandonnent aujourd'hui leur propre enfant biologique. Leur décision a suscité encore plus d'indignation dans notre cercle social. Des personnes qui commençaient à leur pardonner sont à nouveau dégoûtées. Les parents de Thomas, en particulier, sont furieux. Ils ont proposé d'adopter eux-mêmes leur petit-fils, mais Thomas et Rebecca sont réticents à cette idée, semblant vouloir une rupture totale. De mon côté, j'ai complètement tourné la page. J'ai mis à exécution mon projet de déménager, et j'ai trouvé un emploi dans une ville située à environ 600 km de notre ancienne ville. Je travaille comme chef de projet dans une entreprise de construction, c'est une évolution par rapport à mon précédent poste. J'ai vendu ma part de la maison à Thomas dans le cadre du règlement de notre divorce. Celui-ci a été finalisé il y a 2 mois. L'accord prénuptial a permis de simplifier les choses, même si Thomas a tenté de contester certains points. Finalement, le tribunal a validé les termes du contrat. Je loue un appartement dans ma nouvelle ville. Il est plus petit que la maison que nous avions, mais il m'appartient, à moi seule, et il n'y a ici aucun souvenir douloureux. Je me suis fait de nouveaux amis grâce à mon travail et au groupe de randonnée local auquel je me suis inscrite. Quant à Thomas et Rebecca, j'entends parfois des nouvelles par l'intermédiaire d'amis communs, malgré mes demandes de ne plus m'en parler.
Thomas a finalement cessé de tenter de me contacter après que le divorce ait été prononcé. Apparemment, il fréquente déjà quelqu'un d'autre. La vie de Rebecca, elle, reste compliquée. Elle a perdu la garde des jumeaux et n'a droit qu'à des visites supervisées 2 fois par mois. Elle travaille désormais dans un magasin de détail et vit toujours chez ses parents. Joshua m'a contacté à quelques reprises. Nous avons pris un café ensemble une fois, lorsqu'il était de passage dans ma nouvelle ville pour affaires. Il n'y a rien de romantique entre nous, juste une compréhension mutuelle de ce que nous avons traversé. Il va bien, se concentre sur l'éducation de ses fils et reconstruit sa vie. Parfois, je pense encore à la famille que j'espérais avoir. Je me demande ce qui se serait passé si nous avions choisi une autre mère porteuse, ou si nous avions plutôt opté pour l'adoption. Mais ruminer le passé ne sert à rien. Cela n'aide personne. J'ai décidé de faire une pause dans ma vie sentimentale. J'ai besoin de temps pour réapprendre à faire confiance. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde m'ont trahi de la pire façon qui soit. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet du jour au lendemain. Mise à jour 3. Cela fait 1 an depuis ma dernière mise à jour, et presque 2 ans jour pour jour depuis que j'ai découvert la liaison entre Thomas et Rebecca. Je n'avais pas prévu de publier à nouveau, mais des événements récents m'ont poussé à partager ce qui représente, je l'espère, le dernier chapitre de cette histoire. Le petit garçon que Thomas et Rebecca avaient proposé à l'adoption a finalement été placé dans une famille aimante, dans un état voisin. Je l'ai appris par la mère de Thomas, qui m'a contacté il y a 6 mois. Elle souhaitait maintenir une relation avec moi, malgré tout ce qui s'est passé avec son fils. Elle m'a raconté que Thomas et Rebecca avaient, dans un premier temps, refusé de laisser ses parents adopter l'enfant, affirmant vouloir une rupture nette. Mais la vérité, c'est qu'ils étaient en train de négocier avec une agence d'adoption privée qui proposait des avantages financiers. En d'autres termes, ils essayaient essentiellement de vendre leur bébé au plus offrant. Les parents de Thomas ont signalé cela aux autorités et ont engagé un avocat pour défendre leurs droits en tant que grands-parents. Ils ont réussi à bloquer l'adoption privée et ont obtenu un droit de visite pour leur petit-fils. Le bébé a finalement été confié à un couple qui a accepté un arrangement d'adoption ouverte, permettant aux parents de Thomas de rester présents dans la vie de l'enfant. Quant à Thomas, il a perdu son emploi après s'être présenté plusieurs fois au travail en état d'ébriété. Il a déménagé dans un autre état et ne contacte que rarement sa famille. Selon sa mère, il rejette la faute sur tout le monde sauf lui-même pour la tournure qu'a prise sa vie. Rebecca, de son côté, a tenté de se réconcilier avec Joshua, mais il a refusé. Elle a essayé de contester la garde des jumeaux, mais le tribunal a maintenu la décision initiale. Elle dispose désormais de droits de visite classiques, mais elle continue à se plaindre d'un système soi-disant biaisé contre les mères. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de Rebecca. Ce n'était pas une autre demande de pardon ni une tentative de réconciliation, mais une lettre pleine d'accusations. Elle m'y reprochait d'avoir ruiné sa vie et affirmait que si j'avais été une meilleure épouse pour Thomas, il ne se serait jamais tourné vers elle pour trouver du réconfort. Elle disait que mon obsession d'avoir un enfant avait mis trop de pression sur tout le monde. Sa lettre ne contenait aucune trace de remords, uniquement de l'amertume et du ressentiment. Je n'ai pas répondu. Ces mots n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Ma vie a pris des tournants inattendus. L'entreprise de construction que j'avais rejointe a été rachetée par une société plus grande, et j'ai été promue directrice régionale. Ce nouveau poste m'a apporté de grandes responsabilités, ainsi qu'une augmentation de salaire conséquente. J'ai utilisé une partie de mes économies pour faire un apport sur une petite maison. Elle est de taille modeste, mais parfaite pour moi, avec un jardin que j'ai pris plaisir à aménager. Le jardinage est devenu pour moi une forme de thérapie, une façon d'apaiser les blessures du passé. Après mûre réflexion, j'ai décidé de devenir famille d'accueil. Le processus de formation et de certification a duré plusieurs mois, mais j'ai obtenu mon agrément il y a 3 mois. Il y a 2 semaines, j'ai accueilli chez moi une jeune fille de 12 ans, pour ce qui devrait être un placement à long terme. Elle est brillante, résiliente, et elle porte aussi les marques de son propre passé. Nous avançons à petits pas, jour après jour, en construisant lentement une relation de confiance. Je n'ai que très peu de contact avec des personnes de mon ancienne vie, à l'exception de Joshua et des parents de Thomas. Joshua a déménagé pour se rapprocher de sa famille, et nous échangeons de temps en temps quelques messages. Les parents de Thomas rendent visite régulièrement à leur petit-fils et m'envoient des nouvelles, ce que j'apprécie énormément. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai le sentiment de vivre ma vie selon mes propres termes. La douleur n'a pas complètement disparu, je doute qu'elle le fasse un jour, mais elle ne me définit plus.
J'ai construit une nouvelle vie, pleine de sens et d'objectifs. À ceux qui ont suivi mon parcours et m'ont offert leur soutien quand j'en avais le plus besoin, merci. Vos paroles m'ont donné la force de continuer, alors que je croyais ne plus en avoir. Et à tous ceux qui traversent quelque chose de similaire, sachez qu'il est possible de se reconstruire, même lorsque tout votre univers s'est effondré.